Bonsoir, soyez tous et toutes les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité économique, c'est l'angoisse de la filière française du poulet qui est confrontée à une demande explosive, notamment du fait des enseignes de fast-food. Mais un poulet sur deux est importé en France, importé du Brésil, des États-Unis ou d'Ukraine, ce qui représente une concurrence déloyale au vu des conditions d'élevage archi-intensives. Il faut accompagner la production de qualité standard française pour éviter cette hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus, en effet, de Français qui consomment du poulet standard brésilien, thaïlandais ou ukrainien, ou là, en l'occurrence, qui ne respectent pas du tout nos normes de production. Alors comment expliquer, au-delà de son prix économique, la passion des Français pour le poulet à la maison ou au fast-food face à la concurrence du poulet mondial? La filière française va-t-elle y laisser des plumes? On en débattra ce soir. Avant de vous retrouver, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit avec des images dingues. Ben oui, les ovnis, Elisabeth, à la demande de l'administration Trump, le Pentagone vient de déclassifier des documents sur les objets volants non identifiés. C'est l'occasion d'aller voir les premières enquêtes officielles sur ce qui nous perturbe. La vérité est ailleurs. Et vous, Marie? Les vestes d'ouvriers, les chaussures de postiers et autres vêtements de travail reviennent à la mode pour le plus grand plaisir de nos PME françaises. Ah, cocorico, oui. Ça tombe bien. Et pour commencer, un chercheur français nous invite, attention, à une révolution mentale et quasi physique. Au lieu de tirer la chasse d'eau, si nous pissions dans un arrosoir, car nos excrétas, urine et caca entre autres, sont bourrés d'azote et pourraient remplacer les engrais chimiques. Le lisier humain, un engrais naturel et follement écologique. Ça a été le cas en Chine pendant des siècles et chez nous, en France, jusqu'au milieu du XXe. En selle donc, avec Fabien Esculier, auteur d'une autre histoire des excréments. On le retrouve tout de suite. Fabien Esculier, bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir. Je vous présente Adan Ndiaye Bonsoir. et Benjamin Sportouche, Bonsoir. comme moi, complètement emballés et enthousiastes par la révolution à laquelle vous nous appelez. Publication le 1er avril dernier, je pense que ce n'est pas un hasard, chez Actes Sud, d'une autre histoire des excréments. Je peux vous poser une question, à quoi ressemblent vos toilettes? Alors, j'ai beaucoup de toilettes chez moi. Oui. J'ai emménagé dans un logement où il y avait des toilettes standards à chasse d'eau. Ça va pas. Elles sont pour l'instant encore restées parce que j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai ajouté de la collecte d'urine pour hommes, pour femmes, pour enfants, ainsi qu'une toilette sèche pour collecter les matières fécales séparément. Et ben voilà, un homme qui met ses principes en action. Alors, pour raconter cette histoire de lisier humain et peut-être inaugurer ou renforcer cette révolution du fertilisant naturel, on vous retrouve après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Fabien Esculier, vous êtes ingénieur et chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées. Dans votre livre, vous revenez sur la façon dont l'humanité a valorisé ses excréments et vous vous intéressez en particulier à la façon dont l'urine a été utilisée dans l'agriculture. Alors qu'aujourd'hui nos sociétés s'organisent pour évacuer nos urines grâce au tout à l'égout, un autre modèle serait-il plus judicieux? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Après l'école polytechnique à Palaiseau, vous intégrez le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, au service de tous pour la transition écologique, comme le clame aujourd'hui le site du ministère. Vous effectuez votre premier stage à Achères, au nord-ouest de Paris, sur le chantier de la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Europe. Située sur la Seine, en aval de la capitale, elle reçoit les excrétions d'environ 5 millions d'habitants de l'agglomération. Vous prenez alors conscience qu'il s'agit d'une aberration. Je contribuais à construire une usine qui allait utiliser des ressources fossiles pour détruire de l'engrais azoté naturel. Car, comme vous le précisez dans votre livre, une partie importante des nutriments que l'on ingère se retrouve dans l'urine. On va retrouver de l'azote, du phosphore, du potassium. Et finalement, tous ces nutriments, ils sont utiles aux plantes pour pousser. En 2014, vous créez le programme OCAPI pour la collecte et la valorisation agricole des urines et matières fécales humaines. Vous réalisez des expériences sur des champs de blé comme ici à Saclay dans les Yvelines. Nous avons constaté que le rendement est le même entre les engrais chimiques et l'urine, c'est-à-dire qu'on produit la même quantité de végétaux avec un engrais chimique ou avec de l'urine humaine. Dans une autre histoire des excréments, vous rappelez que jusqu'au 19e siècle, un mouvement général d'économie circulaire des matières organiques était institué.
Vous déplorez donc la généralisation des toilettes avec chasse d'eau. Vous plaidez pour la récupération des urines et des matières fécales, puis vous ajoutez « passer en somme du tout à l'égout au rien à l'égout ». Excellente expression. Alors Fabien Esculier, on est modelé culturellement par l'hygiénisme, mais on a oublié, donc c'est un peu tabou, la merde, le caca, tout ça. En même temps, c'est fascinant. Mais il y a eu une épopée excrémentielle en France, Moyen-Âge, Renaissance, si on pense à Rabelais, Montaigne, Piron, on ne parlait que de ça, ce n'était pas tabou. Tout à fait. Et en fait, de façon générale dans l'histoire de l'humanité, utiliser les urines et matières fécales humaines comme engrais, comme on le fait avec celles des vaches, des cochons, des poulets, c'est quelque chose de très classique. En fait, ce qui est plutôt très original, c'est de ne pas avoir des filières dont l'objectif est de valoriser en agriculture les urines et matières fécales humaines. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine pour que ça s'arrête, je crois, à l'orée des années 90, alors que depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il était un usage absolument naturel d'utiliser les excrétas humains pour fertiliser les sols. Il y avait même, je crois, un commerce du jus doré, avec toujours des expressions délicieuses, au XVIe siècle en Chine. Le jus doré étant l'urine, bien sûr. Et il y avait le même commerce en France. Il est mieux documenté, peut-être plus raffiné dans la façon dont il était développé en Chine, mais en tout cas, il était assez largement réparti. Et si ça s'est arrêté en 90 en Chine, c'est les mêmes raisons qu'on fait que ça s'est arrêté en Occident, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, 60, 70, où s'est effondrée l'économie de l'engrais humain. C'est parce que, de une, les normes sont devenues celles de l'adduction d'eau dans les foyers en grande quantité, donc l'utilisation de toilettes à chasse d'eau, comme une règle générale d'utilisation. Qui consomme énormément d'eau. Chaque fois qu'on chasse, 10 litres d'eau quand on tire la chasse. Qui consomme de l'eau et qui la pollue. Donc ensuite, pour préserver les rivières, on a mis en place des stations de traitement des eaux usées qui ont fait un travail extraordinaire et qui continuent à en faire un, puisqu'elles permettent de protéger les rivières. Le problème, c'est qu'avec la dilution, on n'est pas capable de récupérer le principal engrais qui est l'azote, et donc on le détruit. Et finalement, ce qui s'est passé en Chine, ça a été en version très accélérée sur 40 ans, ce qui s'était fait sur 100 ans en France, la transition d'une économie circulaire des urines et matières fécales humaines vers une économie linéaire qui a été rendue possible par l'utilisation massive d'engrais de synthèse. Il y a une date importante quand même, c'est 1858 à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, 1858 à Londres, en fait, depuis quelques années, Londres, c'est la première capitale européenne où on a de l'eau qui est apportée dans les foyers. Et donc, on a la toilette à chasse d'eau qui se développe parce qu'elle est pratique. Et de ce point de vue-là, son avantage de praticité a été déterminant dans l'histoire. Et donc, beaucoup de personnes qui demandent l'autorisation que les toilettes à chasse d'eau qui rejoignaient des fosses qui allaient en agriculture après, rejoignent désormais la rivière, parce que comme il y a l'eau de chasse en plus, il y a beaucoup plus de volume que s'il n'y en avait que les urines et matières fécales. Donc on demande l'autorisation de déroger, et on rejette en fait dans l'égout qui ne collectait que les eaux pluviales. En France aussi, à Paris par exemple, l'égout est installé pour collecter l'eau pluviale, pas les urines et matières fécales. Donc là on demande de déroger et de permettre de rejeter. Et en fait la Tamise reçoit des quantités énormes d'engrais. Pour une rivière, c'est très mauvais de mettre de la fertilisation parce qu'on va d'abord faire pousser des plantes et puis ensuite, en fait, on va même faire disparaître toute forme de vie supérieure. Les poissons disparaissent totalement. Donc, en 1858, en fait, il y a tellement d'urine et matières fécales dans la Tamise que le Parlement qui est au-dessus de la Tamise ne peut plus tenir séance. En fait, les odeurs sont tellement pestilentielles qu'on se dit il faut faire quelque chose. Oui. Et pourtant, l'urine est bourrée, entre autres, d'azote, d'où cette idée de revenir à quelque chose de naturel, à cette circularité. L'azote, je veux dire, elle est dans les végétaux, donc on rend à la terre, au fond, ce qu'elle nous donne à travers les végétaux qu'on ingère. Vous dites, avec toute l'urine des franciliens, 12 millions de personnes à peu près, on pourrait fabriquer quotidiennement 25 millions de baguettes de pain. C'est énorme. Exactement, tout à fait. En fait, si on regarde comment fonctionne le corps humain, nous, on mange l'azote sous la forme de protéines. Et ensuite, on ne sait pas le recycler à l'infini, et tout ce qu'on mange, ça ressort. Ça ressort principalement dans l'urine, on en est souvent assez peu conscient, c'est l'urine qui est la principale façon dont le corps excrète les matières, et on l'excrète sous la forme d'urée. Maintenant, quand on regarde comment fonctionne une plante, elle mange de l'urée et elle fabrique des protéines. Donc en fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité et de l'agriculture, on a fait tourner globalement cette boucle. Les plantes fabriquent des protéines à partir d'urée, les humains mangent des plantes et les protéines, et puis excrètent l'urée. Donc c'est finalement en fait
quelque chose qui a été extrêmement commun parce que c'est une sorte de bon sens, je dirais, de faire circuler ces matières de cette manière-là. Alors, il y a des endroits où ça se fait d'ailleurs de plus en plus, à petite échelle, mais ça va sans doute grandir, grâce à votre livre notamment et à votre action militante. Fabien Esculier, on en parle avec vous. Anna, à Châtillon, près de Paris. Oui, si je vous dis que vous pouvez collecter votre pipi dans un bidon, que vous pouvez ensuite le déposer dans une cuve collective et qu'à 2 pas de là, en plus, vous allez pouvoir acheter vos fruits et légumes qui ont poussé grâce à votre urine, vous vous dites certainement que c'est de la science-fiction, mais non, vous êtes à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, la première ville de France qui a installé en 2024 un point d'apport d'urine volontaire. L'avantage, c'est que l'urine n'est pas diluée, elle conserve donc ses nutriments et ça, c'est un engrais naturel très prisé pour les maraîchers. Les urines d'une seule personne sur 1 an peuvent fertiliser jusqu'à 500 mètres carrés de champs. C'est l'équivalent de 2 terrains de tennis, ce n'est pas rien. Et côté logistique, tout a été optimisé autour de l'AMAP local. Le pipi des 40 volontaires à Châtillon est récupéré par les maraîchers lorsqu'ils viennent livrer leurs fruits et leurs légumes. Alors est-ce que ce dispositif il a vocation à être généralisé peut-être partout en France? C'est une des manières de redéployer une économie des urines et matières fécales humaines. Là, c'est vraiment la réponse à la question « je suis chez moi, au 5e étage, sans ascenseur, dans une copropriété, qu'est-ce que je peux faire ?» On peut collecter son urine dans des bidons et s'organiser à petite échelle pour faire des micro-filières citoyennes, des points d'apport volontaires. Donc il est plausible et on espère que se développeront ces pratiques. Pour autant, il s'agit d'une question collective. Aujourd'hui, la gestion des urines et matières fécales humaines, c'est des services publics. On a pris des décisions par le passé qui ont induit le système tel qu'on le connaît, mais la plupart de ce qu'on peut imaginer comme déploiement à grande échelle, ça va être en fait des organisations plus grandes, c'est-à-dire dans un établissement recevant du public. Il y a déjà par exemple l'Agence spatiale européenne à Paris qui collecte les urines dans son bâtiment avec une unité de concentration de l'urine au sous-sol. Il y a le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris qui est en construction aujourd'hui où l'idée est de collecter l'urine à l'échelle des bâtiments chez les particuliers. Environ 600 foyers. Donc voilà, tout ça. Et bien sûr, à chaque fois, avec un enjeu de santé publique, de gestion des risques sanitaires aussi présents. Oui, justement, parce que les urines, c'est aujourd'hui plein d'anxiolytiques et d'antibiotiques notamment, non? Alors, historiquement, le premier enjeu qui a été vu sur les urines et matières fécales dans l'histoire de l'humanité, c'est les questions plutôt des pathogènes, les maladies qui peuvent être transmises par des bactéries, par des virus. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a externalisé les urines et matières fécales de la ville, mais il n'y a pas spécifiquement de traitement des pathogènes. Donc, en fait, on les transfère à la rivière, ce qui rend très difficile la baignade, la consommation d'huîtres et de moules, et puis la production d'eau potable, qui du coup coûte d'autant plus cher qu'on pollue la rivière. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est la question effectivement des résidus médicamenteux. Alors à nouveau, aujourd'hui, il n'y a pas de gestion spécifique des résidus médicamenteux. Donc on les retrouve dans l'eau des rivières, on les retrouve aussi dans les boues des stations de traitement des eaux usées. Il y a de la dégradation qui se fait dans le traitement, mais c'est pas parce que le traitement souhaite le faire, c'est quelque chose qui se passe. Et ces boues de stations d'épuration contiennent relativement peu de nutriments par rapport à ce qui est en entrée, mais contiennent ces médicaments. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait mieux gérer, et si on sépare, on a d'autant plus de chances d'arriver à mieux gérer le risque lié aux médicaments. Dans votre bouquin, vous évoquez le pipiculteur. Ça, c'est un objet d'épandage que vous avez mis au point avec, c'est un programme avec l'école des ponts et chaussées. Oui, et ça, qu'est-ce que c'est, ce biscuit que je vais manger dans un instant, qui sent fort bon? C'est un biscuit fait avec du blé fertilisé avec de l'urine humaine. Exactement. Alors, Biscodor. Lors des essais que nous avons faits de fertilisation de blé, on voulait tester l'efficacité agronomique. Et puis, en fait, on a eu du blé fertilisé à l'urine humaine. On s'est dit, il faut en faire quelque chose. Et donc, finalement, on a trouvé un meunier, un boulanger qui nous ont dit, super, allons-y. Et en fait, ça fait plusieurs années. Maintenant, c'est une association qui s'appelle Circulus qui porte ça. On fait, à but de démonstration, en fait, des produits issus de fertilisation à l'urine humaine. Là, en septembre, il y a eu le colloque des 10 ans du programme Okapi que je coordonne à l'école des ponts et chaussées. On a fait toute une déclinaison. Le nom n'est pas un hasard. On a fait toute une déclinaison de coquillettes, de biscuits, à partir de blé à chaque fois fertilisé à l'urine humaine. Il n'y a pas d'urine dans les produits. Bien sûr. Mais de la même manière qu'on met des urines de vache ou des engrais de synthèse sur les champs, là, on met des urines humaines pour faire pousser les plantes et faire ces produits. Merci pour les biscuits, merci pour le pipi, merci pour l'utopie pipi. Fabien Esculier, une autre histoire des excréments aux éditions Actes Sud. Excellent. Pardon, ne faut pas parler la bouche pleine. Eh bien, pourtant, on passe à notre débat, d'ailleurs non sans résonance avec notre histoire excrémentielle, puisqu'à force de manger du poulet, on se demande si nos étrons seront en forme d'œuf un jour. Bon, bref, un débat autour de la consommation de poulet qui explose en France. Chaque Français en mange 25 kilos par an, 2 fois plus qu'en l'an 2000. Est-ce qu'on entre dans la civilisation du poulet, crousty rôti ou en nugget? Avec quelles conséquences? On en parle après la mise au point de Amira Swilem.
Ils se sont volés dans les plumes pour une histoire de poulet. À Saint-Ouen, dans le nord de Paris, la bataille a fait rage autour de l'ouverture d'une filiale de l'enseigne Master Poulet, un fast-food de volaille. Est-ce que vous êtes prêt à en goûter quand même? Le maire de la ville a voulu interdire son ouverture, s'attirant les foudres d'une partie de la population et de la gauche. C'est au maire de faire la police de la bouffe, en quelque sorte. Le maire n'est pas là pour faire la police de la bonne alimentation, de la mauvaise alimentation. En revanche, il est là pour faire la promotion, notamment pour les jeunes et les classes modestes et les classes moyennes, sur tout ce qui doit être la bonne alimentation. Oui, c'est mon job. Du poulet qui fait jacter. Depuis quelques années, ce type d'enseigne se multiplie et les queues s'allongent. C'est très bon, c'est vraiment pas cher et en tant qu'étudiant, je viens souvent ici. C'est enfin un moyen pour plein de jeunes ici dans la ville, ou même pour plein de gens, de pouvoir enfin manger, entre guillemets, pas très cher. C'est 3,50 € la barquette de pâtes. Apprécié pour son prix, sa faible teneur en graisse et ses apports en protéines, la consommation de poulet s'envole. Plus de 25% en 5 ans, selon les professionnels du secteur. Et pourtant, ils s'inquiètent. Le taux de poulet importé sur la consommation ne fait qu'augmenter. Comment on stoppe cette hémorragie? Il faut accompagner la production de qualité standard française pour éviter cette hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus, en effet, de Français qui consomment du poulet standard brésilien, thaïlandais ou ukrainien, ou là, en l'occurrence, qui ne respectent pas du tout nos normes de production. Un poulet sur 2 vient de l'étranger désormais. Avec un secteur qui affiche un déficit commercial de 1,72 milliard d'euros, les producteurs français parlent de concurrence déloyale. Ils demandent la construction de 2200 poulaillers en plus d'ici 2035. Alors, qu'est-ce qui explique cette envolée de la vente du poulet? Et comment faire pour que la France cesse d'y perdre des plumes? Nos 3 invités pour ce débat, Jean-Michel Scheffer, bonsoir. Vous êtes éleveur, président de l'Association nationale de la volaille de chair en vol. Et vous êtes éleveur en Alsace de volaille première label rouge. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà. Et selon vous, on assiste à l'accélération de la consommation de poulet en France, une viande extrêmement abordable, conseillée d'un point de vue nutritionnel et très facile à cuisiner. Malheureusement, ajoutez-vous, un poulet sur 2 consommé en France est effectivement importé. À côté de vous, Pierre Raffard, géographe, spécialiste de la géopolitique de l'alimentation. Vous présentez également l'émission quotidienne Voyage en cuisine tous les soirs sur cette excellente chaîne qui est Arte à 18h55. Et votre dernier essai, Le kebab, le monde sur la broche, est paru aux éditions Calip. Selon vous, l'avantage du poulet, c'est que toutes les cultures alimentaires peuvent se l'approprier et presque toutes les religions. Mais pour arriver à contenter tout le monde, il a fallu faire muter les poulets, muter vraiment physiquement et génétiquement. Et ça, c'est une catastrophe, ajoutez-vous. Et à côté de vous, Gwenaëlle Gault, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco. Vous avez co-dirigé une étude avec la Fondation Jean Jaurès intitulée « La France à table ». Et selon vous, une part croissante de la population peine à avoir une alimentation abordable. Mais dans les enseignes de poulet, low cost ou fast-food, c'est parfois 2 fois moins cher, au moins qu'un fast-food à base de burger, donc de viande de bœuf. Elles sont les symptômes d'une société qui se fragilise grandement économiquement parlant. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Chiffre exponentiel. En France, la consommation de poulet atteint 25,6 kilos par personne et par an, un chiffre qui a doublé en 25 ans, ce qui en fait la viande la plus consommée devant le bœuf et le porc. Jean-Michel Scheffer, l'agriculture et l'élevage, on le sait, traversent une crise importante, mais pas donc la production de poulet. Aujourd'hui en France, les producteurs de poulet gagnent bien leur vie. Ça se passe bien. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les Français ils mangent plus de poulet français que de poulet étranger, parce qu'aujourd'hui, on importe un poulet sur 2. Et vous l'avez bien dit, la consommation de poulet elle augmente à peu près d'1 kilo par an depuis 2015. Ils mangent déjà vos poulets et les poulets français qui sont sur le marché. Voilà, mais nous, ce qu'on constate, c'est que ce qui accélère en croissance de consommation, c'est principalement les produits élaborés, les cordons bleus, les nuggets, les tenders, voilà, tous ces et également la restauration commerciale. Et c'est vrai que sur ce segment-là, c'est principalement l'importation, malheureusement, qui approvisionne le marché. Et nous, ce qu'on souhaite en tant qu'éleveurs de volailles français, c'est pouvoir construire des bâtiments, parce que souvent en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs de construire des poulaillers pour produire. Pour produire plus, donc. Pour produire plus, pour pouvoir approvisionner ce marché que les consommateurs français plébiscitent. Gwenaëlle Gault, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable de l'assiette des Français, le poulet?
Ah bah oui, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le poulet concentre, la consommation de poulet concentre un petit peu toutes les aspirations, toutes les contraintes, voire toutes les contradictions. Toutes les contradictions aussi. Ouais, toutes les contradictions de notre société. Et donc, ça réunit, en fait, ça réconcilie tous les consommateurs. C'est-à-dire ceux qui veulent manger plus sain, ceux qui veulent manger plus léger, parce que c'est moins gras que d'autres viandes, ceux qui veulent manger moins cher aussi, ceux qui veulent manger ce qu'on appelle de plus en plus, d'ailleurs, ça n'existait pas autrefois, mais la nourriture fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui est bonne quand on fait du sport, quand on veut, vous savez, cette nourriture protéinée, enfin, justement protéinée. Ouais. Et donc, comme vous le disiez aussi, c'est une nourriture qui traverse toutes les cultures, et donc qui traverse aussi qui ne subit pas les interdits d'autres types de viande. Et puis, il y a effectivement, le fait que ce soit une nourriture, une protéine, qui soit beaucoup plus abordable que les autres. Donc, en fait, ça réconcilie tout le monde, et puis ça permet vraiment tous les compromis entre plaisir et... Quand vous parlez de compromis ou de contradiction, on veut dire que le dimanche, on peut vouloir manger un poulet bio ou label rouge, etc. Et puis le reste de la semaine, manger du poulet dont on sait qu'il est importé, qu'il est de basse qualité, mais qui est pas cher dans un fast-food. Exactement. Et c'est le même français. Vous savez ce que Claude Fischler disait par rapport au steak caché. Bah, c'est pareil, il y a le poulet bien rôti du dimanche, et puis il y a celui qui est beaucoup plus abstrait du nuggets ou du beignet. Et vous, Pierre Raffaire, qui faites tour du monde pour vos émissions, chanceux que vous êtes, vous constatez que c'est un phénomène mondial, la consommation de poulet. Bien sûr. C'est que ce poulet, on le retrouve dans absolument toutes les cultures. On le retrouve en Europe, on le retrouve au Moyen-Orient, on le retrouve en Asie subsaharienne, on le retrouve au Maghreb, on le retrouve dans les Amériques, on le retrouve en Chine. Et j'ai oublié le Pacifique, donc on le retrouve aussi au Pacifique. C'est vraiment la viande mondiale et globalisée par excellence. Et comme le disaient mes voisins, pour des raisons toutes simples, c'est que c'est une viande assez abordable sur un plan purement financier. C'est une viande aussi qui se coule incroyablement bien dans les grammaires culinaires et gastronomiques locales. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, elle se transforme, elle s'hybride, et, comme on le disait, elle n'est pas soumise à des prescriptions religieuses autant que d'autres viandes. 4 milliards de poulets en 1961, 26 milliards en 2021. Sur la planète. Sur la planète. Ouais. C'est une perspective intéressante pour vous, les producteurs. Jean-Michel Scheffer, vous disiez que vous voulez vous agrandir, par exemple. Vous souhaitez élever davantage de poulets. Alors, dans le cadre de la conférence sur la souveraineté alimentaire qu'avait organisée la ministre de l'Agriculture, elle nous avait demandé de nous projeter à 10 ans pour nous dire, dans 10 ans, de combien on a besoin de construire de poulaillers pour nourrir les Français. Combien ? Et c'est là qu'on est arrivé au fameux chiffre des 2200 poulaillers du quotidien à construire. Si on veut reprendre sur l'importation pour retrouver notre souveraineté et en même temps accompagner la croissance de la consommation. Et votre exploitation, vous souhaitez l'agrandir, par exemple, vous personnellement, et c'est compliqué. S'il y a possibilité, oui, pourquoi pas, évidemment, comme beaucoup d'éleveurs, se donner les moyens. Après, il faut également quand même qu'au niveau européen, on se donne les moyens de protéger aussi mieux notre agriculture, parce qu'on importe quand même une agriculture qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, il faut quand même se le dire, en élevage c'est pareil. Et il faut également qu'on donne les mêmes règles de construction qu'ont nos collègues européens en France, pour quand même permettre aux éleveurs de construire des poulaillers, parce que des fois, on part dans des recours contre les poulaillers, ça peut durer des années, et on nage, comme vous l'avez dit, dans certaines contradictions. C'est que les gens veulent des poulaillers pour acheter du poulet français, de la volaille française, avec notre logo, né, élevé, abattu, mais en même temps, on ne veut pas toujours du poulailler à côté de chez soi. Et on veut, Ganalgo, qu'il soit accessible en termes de prix. Voilà. Donc il y a cette contradiction des Français qui veulent du poulet de chez eux, mais en même temps qui veulent le payer pas trop cher. Alors, ça dépend de quel Français, en fait, parce qu'il n'y a plus de consommateurs moyens, à dire vrai. On est de plus en plus dans une société où, justement, il y a une individualisation des consommations. Et ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, il y a un tiers des Français qui est déjà dans la restriction alimentaire. Pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Et donc, le reste va arbitrer. Donc effectivement, on va peut-être, comme le disait Elisabeth, prendre un poulet rôti le dimanche et puis prendre des nuggets dans la semaine. Mais il y a ce tiers des Français, et parmi eux, un Français sur 10 qui se trouve vraiment en précarité alimentaire. Et c'est ces Français-là dont on parle quand on parle, par exemple, des enseignes low cost du poulet. Eh ben justement, le débat autour du poulet fast-food a pris une tournure politique à propos, vous l'avez certainement suivi, de l'installation d'un master poulet à Saint-Ouen, refusé par son maire Karim Bouamrane. Écoutez la réaction de Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis.
Quand je vois à Saint-Ouen qu'on a un restaurant du grand chef Thierry Marx qui vient d'ouvrir et qu'en face vous dites non, le master poulet c'est non parce que la malbouffe n'a pas sa place à Saint-Ouen, vous envoyez un message vis-à-vis d'un certain public comme ça, et notamment des jeunes, il faut le dire, des jeunes des quartiers populaires issus de l'immigration. C'est à eux que vous envoyez un message et vous leur dites symboliquement on veut plus de vous. Pierre Raffarin, forme de mépris de classe ou protection du savoir bien manger français? Alors moi, je rebondirais tout simplement sur ce que dit Clémentine Autain. Moi, j'ai la chance d'être audonien depuis plus de 10 ans, donc habitant de Saint-Ouen-sur-Seine. Alors, je rassure tout de suite Clémentine Autain, c'est qu'il y a beaucoup déjà de vendeurs de poulets frits, de poulets rôtis, etc. On a quand même une certaine offre assez pléthorique sur place. Ensuite, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est un vrai pied de nez géographique. Moi, le géographe que je suis, ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas besoin de faire de la géographie, de faire des milliers de kilomètres pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez littéralement face à face ce fameux master poulet qui est aujourd'hui l'objet d'une certaine forme de discorde, et juste en face le bouillon de Thierry Marx qui a ouvert. Une exaltation de la tradition, quoi. Une exaltation de la tradition. C'est un peu plus cher, Marx. Alors je sais ce qu'on va me rétorquer, oui, mais le bouillon est quand même une forme de restauration assez abordable par rapport à d'autres restaurants. Mais je pense que mes voisins ne diront pas le contraire. Quand on parle de choix alimentaire, on parle du porte-monnaie, mais on parle aussi de tout ce que j'appelle un capital financier, bien entendu, mais aussi un capital culturel, politique, tout ce que vous voulez. Michel Schaeffer, en même temps, vous allez nous dire comment on fait une cuisse de poulet à 2,50 €. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec votre voisin, mais c'est le prix qu'on paye, et un pilon à 1 €. Voilà ce que ça coûte dans ces chaînes. Oui, alors nous, c'est souvent ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a des segments de ce marché-là où c'est beaucoup du poulet d'importation qui est malheureusement présent. Alors, je vais donner un chiffre, c'est que dans l'Union européenne, la viande la plus importée, c'est le poulet. Oui. Et c'est le blanc de poulet, en fait, qu'on importe. Et en fait, quand on additionne toutes les importations qui ne viennent pas de l'Union européenne, ça représente à peu près 20% de tous les blancs de poulet qui sont consommés dans l'Union européenne. D'accord. Et ça vient c'est quand même... Alors, États-Unis, Brésil, Thaïlande... Brésil, principalement. Ouais. Et là, donc, avec le Mercosur, on va encore en rajouter. La Thaïlande aussi, beaucoup. C'est ça. États-Unis. L'Ukraine. Et malheureusement aussi de plus en plus de Chine. Et on sait que donc, ces blancs de poulet ne rentrent pas, ils ne sont pas produits comme les nôtres. Mais c'est-à-dire, pardon, parce qu'il y a eu toute une polémique, fut un temps, du poulet lavé à la javel, au chlore. Vous dites que ça existe toujours ou pas? Quand c'est pas produit dans l'Union européenne, c'est la règle. Chez nous, c'est interdit. Mais voilà ce qu'on importe. Comment dire, l'Union européenne, elle n'impose pas aux produits étrangers d'apposer l'origine de la viande. Donc souvent, ça rentre dans les grands ports de commerce comme Rotterdam et Anvers. Et je le dis souvent, les Pays-Bas exportent 2 fois plus de poulet qu'ils n'en produisent. Donc ça vient forcément d'ailleurs. Ce que l'Union européenne impose, c'est d'apposer une estampille sanitaire. Donc il suffit que le produit rentre dans le port de Rotterdam, c'est principalement là que ça rentre, que le produit soit reconditionné, des fois décongelé ou salé. Et du coup, la réglementation, c'est juste mettre une estampille sanitaire qui est norme CE. Et là, on pense que ça vient de l'Union européenne, alors que ça n'est pas le cas. C'est pour ça, souvent on me demande, il y a beaucoup de poulet qui vient des Belgiques ou de Belgique ou des Pays-Bas. Donc, mais c'est l'Union européenne. Mais on le dit, et souvent je dis, mais en fait, on ne sait pas parce qu'il y a toutes ces volailles aussi qui sont mélangées. La polémique, pour revenir à la polémique de Saint-Ouen, c'est une polémique franco-française, selon vous? Oui, alors on est très doué en France pour faire d'un sujet social quelque chose de tout d'un coup culturel, politique et tout un débat, et notamment autour de l'alimentation, qui est aussi un fait total dans notre pays. Donc oui, c'est plutôt franco-français, mais ça dit là aussi pas mal de choses, et je trouve intéressant en fait, parce que ça croise la restauration rapide et le poulet. La restauration rapide, on l'a vu émerger, que ce soit justement les burgers ou les kebabs ces dernières années, les tacos également. Et ça dit quelque chose de la facilité d'accès d'une forme de nourriture. Et vous le disiez, c'est-à-dire facilité d'accès économique, mais facilité d'accès aussi social. C'est plus facile de pousser la porte. On tend aussi, on a également perdu des compétences de cuisine. Et donc, tout ça, en fait, c'est toutes les contraintes qui sont résolues. Et là, maintenant, ça s'applique au poulet. C'est intéressant parce que c'est aussi une façon pour certains de retourner un peu le stigmate d'une forme de nourriture, en fait, qui peut être un peu low cost, en quelque chose de sain aussi, ou en quelque chose qui va contribuer à... Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, ce sujet-là.
Alors, on va évoquer avec vous trois les mutations autour du poulet qui a été domestiqué il y a 8 ou 10 000 ans, je crois, et qui mute de manière incroyable depuis notamment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Anna. Oui, le poulet d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui d'après-guerre. Regardez, c'est une étude canadienne. En 1957 aux États-Unis, un poulet de 28 jours pesait 316 grammes contre 1 kg 369 grammes 50 ans plus tard, c'est 4 fois plus. Et pour un poulet de 56 jours, on passe de 905 grammes à plus de 4 kilos. Alors pour comprendre cette super évolution, il faut remonter au milieu des années 40. Au sortir de la guerre, les soldats manquent de protéines et puis il faut faire face au boom des naissances. Et donc un producteur de volailles américain va décider de créer en 1946 un concours pour imaginer le poulet de demain, le Chicken of Tomorrow Concept, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. C'est très sérieux. Ce poulet, il doit avoir des cuisses bien dodues, une grosse poitrine pour pouvoir nourrir une famille entière. Et voilà ce qu'on pouvait lire dans la presse de l'époque. Un poulet dont le blanc est si épais qu'on peut le découper en steak avec des pilons contenant un minimum d'os et le tout à un prix inférieur. Alors la finale de ce concours, elle a eu lieu en 1948. Elle a récompensé un éleveur qui avait réussi à croiser 2 variétés de volailles avec une économie de production très rentable. Les deux allaient ensemble. Une deuxième édition de ce concours a eu lieu 3 ans plus tard avec là des croisements génétiques beaucoup plus complexes dans le but d'augmenter rapidement la masse musculaire des poulets et de les abattre plus tôt. Et c'est donc véritablement à cette période que la production à échelle industrielle des poulets a explosé aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Pierre Rafard, le poulet qu'on mange aujourd'hui, c'est donc un poulet qui est hybride, génétiquement modifié. Est-ce que ça en fait un aliment sain ou est-ce que c'est un problème ? Alors, déjà, le fait qu'on choisisse, qu'on fasse des mutations, des hybridations, qu'on domestique en réalité des animaux au départ sauvages pour les rendre domestiques, c'est pas nouveau. C'est l'histoire même de l'élevage, de l'agriculture. En revanche, ce qui change avec l'exemple que vous avez donné, c'est que là où ces hybridations prenaient des millénaires, des siècles, au mieux des décennies, là, en quelques années, on a une espèce de super poulet qui a vu le jour. Alors, ça interroge. Moi, je suis très mauvais en mathématiques, mais quand vous voyez quand même en quelques années l'augmentation de la taille du poulet, c'est quand même impressionnant. Et surtout, quand vous voyez les conséquences, ce qu'on pourrait appeler les externalités négatives, c'est-à-dire tout le coût réel ou caché, qu'il s'agisse d'un coût environnemental, qu'il s'agisse d'un coût éthique en matière de bien-être animal, ce modèle interroge à la fois les animaux en premier lieu, et puis aussi nous, les mangeurs, en se demandant, mais bon, finalement, comment on les fait grossir, et les manières et les techniques pour les faire grossir, interrogent pour des questions nutritionnelles, environnementales, etc. Et Jean-Michel Schaeffer, d'ailleurs, quand on voit cette image, c'est des poulets d'une souche, certainement de Ross 308. Dites-nous ce que c'est exactement. C'est une croissance rapide avec une alimentation diversifiée et très vitaminée, dopée. Non, il n'y a rien de dopé parce que tout reste quand même naturel. Ils mangent un aliment composé de céréales, de protéines, de minéraux. C'est génétiquement modifié. C'est une souche que toutes les agricultures intensives et l'élevage intensif prennent aujourd'hui parce que ça produit vite et bien. Alors, on ne peut pas dire génétiquement modifié parce que la sélection, elle se fait naturellement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu d'interaction au niveau des gènes, quoi. C'est qu'ils ont sélectionné à chaque fois les meilleurs pour améliorer à chaque fois la productivité. Et ça permet, sur des animaux qui ont à la base des cycles plus courts, bien sûr que des ruminants, d'améliorer effectivement la productivité. Après, il y a quand même, au niveau aussi bilan carbone, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour produire 1 kilo de poulet vif, on n'a besoin que de 2 kilos de carbone. Ce qui en fait aussi la viande avec un impact carbone plus faible. Par exemple, par rapport au bœuf, vous voulez dire, par rapport aux autres espèces. Alors, c'est un plus aussi. On va continuer le débat avec une archive à propos d'un des problèmes posés par l'élevage intensif, voire l'élevage industriel de poulet. C'est évidemment la maltraitance animale. Le poulet est vu et considéré quasiment comme un minerai de viande et plus comme un animal. Regardez cette archive de 2004. En mauvaise santé, boiteux ou malade du cœur. Quand ils ne meurent pas dans les hangars, c'est lors des transports qu'ils finissent asphyxiés. C'est le résultat d'une enquête de la Protection mondiale des animaux de ferme. Les poulets de chair sont les animaux d'élevage qui sont élevés en plus grand nombre. Dans l'Union européenne, c'est plus de 4 milliards, c'est plus de 850 millions de poulets élevés pour la chair en France. Donc c'est vraiment un énorme problème, surtout dans les conditions où ça se fait actuellement dans les hangars. En France, seulement 20% des poulets sont produits sous un signe de qualité, comme un label rouge, une AOC ou un élevage biologique.
Les autres sont des poulets standards d'élevage intensif. Selon les défenseurs des animaux, 35 millions de poulets meurent ainsi chaque année en cours d'élevage intensif. Ceux qui résistent sont vendus à bas prix et se retrouvent dans nos assiettes. Jean-Michel Schaeffer, c'est mieux aujourd'hui ou pas que le ratio qu'on vient de voir, 80-20 20% de poulet bien élevé. Aujourd'hui, on est à ce ratio-là, c'est 80%, c'est du poulet tous les jours, et après on va avoir 20%, ça va être du label ou du bio, et on est le pays qui faisant le mieux dans toute l'Union européenne, voire dans le monde. Parce que le poulet label rouge, qui est une tradition française, on est les seuls à l'avoir. C'est nous qui élevons le plus de poulets plein air. Mais dites Jean-Michel Schaeffer, il y a encore des poulets qui sont traités comme ça dans les élevages, parce que régulièrement l'association L214 se plaint d'élevages industriels dans lesquels les conditions de vie sont épouvantables pour les animaux. Il y en a encore ? Pas chez vous, vous allez nous dire, mais ailleurs ? Écoutez, moi tout ce que je peux dire, c'est ce qui se passe chez nous en France. Après, ce qui se passe ailleurs, c'est difficile de me prononcer. Mais bon, on a quand même des règles très strictes en matière de bien-être animal, en matière de sanitaire, d'environnement. Et l'objectif, c'est de respecter au mieux toutes ces règles-là. On est quand même bien contrôlés, quoi. Je pense que tout l'enjeu, en fait, c'est entre les deux dates que vous montriez, si vous voulez, le grand fait alimentaire du XXe siècle, c'était l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est l'application du modèle industriel à notre alimentation. Aujourd'hui, on voit que ça pose des tas de problèmes. On ouvre un peu la boîte industrielle et on s'interroge et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un sujet pour l'individu, pour le consommateur, mais c'est un sujet plus global, sociétal et de société et politique. C'est notre sujet de notre modèle alimentaire en général qui se pose. Comment on fait, Pierre Rafard ? Éthiquement, on a envie de se dire c'est adieu poulet, il faut manger moins de poulet, et en même temps, c'est pratique parce que ça coûte moins cher et que c'est protéiné. Donc comment est-ce qu'on conjugue toutes ces contradictions, cette aporie ? Comment on la résout ? Alors on ne parle pas de cet animal, mais c'est un petit peu le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que faire des choix alimentaires, c'est problématique, parce que je pense qu'aucun de nos téléspectateurs et téléspectatrices ne peut accepter de voir les images qu'on a vues là, mais en même temps, quand il ou elle se retrouve face au rayonnage de son épicerie, même de son boucher, de son supermarché, la variable du prix influence quand même énormément. Donc, et rajoutons là-dessus l'industrialisation dont parlait ma voisine, elle a aussi créé de la distance entre la production et la consommation. Je vous mets bien au défi de savoir d'où vient le poulet que vous consommez si vous n'allez pas chez votre boucher avec tout un ensemble de la baisse. Même chez un éleveur à la campagne, c'est ça. Et vous êtes vous-même des consommateurs de poulet plus qu'avant ? On ne pose pas la question à Jean-Michel Schaeffer. Pierre Rafard, oui. Oui, moi aussi, oui, mais en faisant, bien entendu, en essayant d'avoir plus de transparence et de traçabilité sur ce que je mange. En toute conscience. En toute conscience. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. On évoque la publication par le Pentagone aux États-Unis donc de dossiers secrets défense sur des phénomènes aériens non identifiés. Et puis une tendance lourde, la jeunesse urbaine occidentale adopte le workwear. C'est du globish. Bon, les vêtements de travail. Mais d'abord, le mot vedette du jour, kérosène. Oui, l'augmentation des prix du kérosène fabrique une crise dans le secteur aérien. Il peut y avoir des milliers de vols annulés dans les prochains mois, c'est entendu. Kérosène, autrement dit de carburant pour l'aviation. De ce cours du kérosène. Le prix du kérosène a presque triplé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Kérosène, le mot sent l'aéroport, les vacances et un peu la combustion. Logique au fond, il vient du grec kéros, la cire, une matière que l'on fait brûler pour produire de la lumière. Aujourd'hui ça éclaire moins, mais ça fait décoller. Le kérosène, c'est le carburant des turboréacteurs, celui qui propulse nos week-ends à Barcelone et fait grimper notre empreinte carbone. Un liquide issu du pétrole composé d'hydrocarbures, pas très poétique, mais redoutablement efficace. Flashback 1846, le Canadien Abraham Gessner met au point un procédé pour extraire le kérosène du charbon. Quelques années plus tard, l'ingénieur polonais Ignacy Łukasiewicz fait mieux, il le tire directement du pétrole brut. À l'époque, ça éclaire les lampes, chauffe les foyers, accompagne le quotidien. Un combustible domestique bien loin des avions. Petit tuto pour les non-initiés, le kérosène ne se pompe pas, il se fabrique. On chauffe le pétrole brut en raffinerie pour en tirer différents carburants, essence, diesel et au milieu, le kérosène. Et c'est là que ça se complique, le Moyen-Orient ne produit pas seulement du pétrole, il concentre aussi de nombreuses raffineries et une bonne partie du kérosène consommé en Europe vient de là. Alors quand les tensions montent là-bas, ce n'est pas seulement le brut qui se fait attendre, c'est le carburant prêt à l'emploi qui arrive au ralenti.
Résultat, certaines compagnies lèvent le pied. Transavia, par exemple, annule moins de 2% de ses vols pour mai et juin. Le kérosène qui pesait hier environ 25% des coûts d'une compagnie en représente aujourd'hui jusqu'à 40 à 45%. Et parfois une centaine d'euros en plus sur un aller-retour. Pas de pénurie annoncée, les États disposent de réserves stratégiques, mais le modèle, lui, devient plus fragile. Le transport aérien dépend de plus en plus d'un carburant sous tension. Comme le disait l'aviateur Jean Mermoz, ce qui est grave, ce n'est pas de voler, c'est de tomber. Merci Olivier Boucreux, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. Qu'est-ce que c'est que ces ovnis L'administration Trump, dont via le Pentagone, a ouvert des archives secrètes consacrées aux objets volants, planants, non identifiés. Longue histoire d'enquêtes officielles. Ah oui, que vous Elisabeth, le 30 décembre 1947, l'US Air Force, donc les forces aériennes des États-Unis, lance le projet Cygne. Il s'agit de faire le point sur toutes ces observations d'objets volants non identifiés. On parle alors de disques volants ou de soucoupes volantes. Et on sait que ces objets-là se sont multipliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années qui suivent, au moment où s'amorce la guerre froide, vous en avez plein. Ça inquiète les autorités. Ça inquiète aussi le public parce qu'il y a une énorme publicité autour de ça. En fait, c'est le fait divers de l'été 1947. Vous avez déjà ce pilote qui s'appelle Kenneth Arnold et qui, du côté du mont Rainier, là, on est dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis, observe 9 objets volants non identifiés, bien sûr, en juin 1947. Et puis, au mois de juillet, c'est l'affaire Roswell, célèbre affaire Roswell, tellement commentée. Ça fait peur, Elisabeth. Oui. Alors, qui est chargé du projet autour de ces objets qui ressemblent à des baguettes, vu les dessins. Vous avez l'US Air Force, déjà, qui est chargé d'étudier tout ça. Mais alors, sachant que l'US Air Force est créé en septembre 1947. C'est-à-dire qu'on est seulement quelques mois avant que soit lancé ce projet. Là, le projet Cygne, c'est lancé en décembre. C'est une toute jeune institution qui envoie un message très fort de dire on contrôle tout ce qui vole au-dessus de vos têtes. Et puis à côté de ça, vous avez une université, l'université de l'Ohio, avec un astronome et un homme de renom, un scientifique, qui s'appelle Joseph Allen Hynek et qui, lui, est globalement sceptique quand il prend en main le projet. Mais très vite, à force de lire tous ces témoignages, il l'est beaucoup moins. Et donc, ce projet rend un rapport, au bout d'un an quand même, un an d'études, de collecte, d'observations, de témoignages. Ce rapport s'appelle Estimate of the Situation. Oui, on va estimer la situation. Et là, c'est aussi flou que mon anglais, le résultat. En gros, l'idée qu'il y ait une origine extraterrestre n'est pas écarté. En tout cas, c'est pas nié formellement. Comprenez. Le rapport dit, ce ne sont pas des engins qui viennent d'une puissance étrangère. C'est pas soviétique, en gros. Qui dit, vous savez, tous ces phénomènes météorologiques, tout ça, psychologiques, on les prend pas trop en compte. Donc, qu'est-ce qui vous reste si vous enlevez tout ça ? L'origine extraterrestre. Alors, très rapidement, ce projet Cygne est supprimé, il est dissous au moment où le rapport est déposé. Et vous avez un autre projet qui, lui, est instauré immédiatement parce que les observations continuent. Il faut vraiment régler ce projet. Grudge, ça s'appelle, ça veut dire rancune. Imaginez déjà la puissance du mot. Et cette fois-ci, et là, ça va beaucoup plus loin, il y a un rapport qui est donné et qui dit clairement l'origine de tous ces machins que vous voyez voler, c'est une hystérie collective ou ce sont des canulars. Et dès lors, vous avez tout de suite, mais vous voyez, dès l'origine de ces enquêtes officielles, l'idée qu'ils ont su, mais ils ne veulent pas le dire. Ils nous cachent quelque chose. Donc, dévoiler tous ces documents, c'est participer aussi à l'idée que ces documents nous cachent quelque chose ou masquent quelque chose, en tout cas de quoi avoir les yeux ronds comme des soucoupes. Bien vu, Mauduit. Montrez. Faites la soucoupe, c'est bien. Alors, chère Marie, les pieds sur terre. Alors, à rebours de la ultra fast fashion, des marques françaises de vêtements de travail, on le vend en poupe. Mais oui, elles séduisent une nouvelle clientèle. C'est le journal Libération qui a pris le prétexte d'une exposition dans un musée que j'adore, le musée de la Poste à Paris, à côté de la gare Montparnasse. Exposition sur l'histoire du vêtement du travail. Et donc, Libération en a profité pour aller visiter 2 usines dans l'ouest de la France qui, telles des phénix, renaissent de leurs cendres grâce à une nouvelle demande qui est mondiale pour les blouses, les pantalons, les chaussures, qu'on garde toute sa carrière à la Poste, à la SNCF, à l'usine. Alors, le cas de la marque Cléman est assez fascinant. À la base, c'est un fabricant de chaussures.
s'appelle Cléon, qui avait envie, fin des années 80, de compenser les hauts, les bas des effets de mode et de saison dans la fabrication. Donc, il se lance sur le marché des souliers qu'on met toute l'année et même toute la vie. Ce sont les souliers pour aller travailler. Et donc, ils vont postuler à des marchés publics pour équiper tous les pompiers, et tous les postiers, et les douaniers, les cheminots, etc. Le bijou de Kleeman, c'est la padrée, qui est une chaussure en cuir avec ce cousu norvégien que vous avez peut-être déjà vu, qui demande de coudre la semelle à la tige. La tige, c'est le haut de la chaussure, via une bande de cuir. C'est très complexe et pénible à assembler, mais ça assure robustesse et étanchéité. Donc pendant 30 ans, cette padrée, elle va être réservée strictement aux travailleurs et aux travailleuses. Jusqu'à ce que, début des années 2010, on en trouve dans les friperies au Japon. Et là, il y a certains jeunes japonaises et japonais qui tombent en amour pour ces vieilles pompes increvables. Au Japon, c'est vrai qu'on sait souvent déceler la beauté des habits de travail. Il y a notamment aussi une passion pour les pantalons courts et ultra larges. Regardez, des ouvriers du bâtiment qui travaillent tout en haut des immeubles et qui portent aussi des chaussures-chaussettes fendues en deux absolument fascinantes. Bref, à la demande donc des Japonais, et d'une clientèle aux États-Unis aussi, Cléon a relancé sa padrée. Moi, ils l'ont rebaptisé Padror, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais depuis le Covid, ils ont quand même doublé la production de leur marque Kleeman. C'est un renouveau qui profite aussi à d'autres fabricants, comme les blouses de Kidur, en français K-I-D-U-R, qui s'appelle Kidur parce que ça dure. Voilà, Paraboot, Armor Luxe aussi profitent de cette demande pour des vêtements donc durables qui coûtent plus du tout le prix d'un vêtement pour ouvrier. D'ailleurs, gare à la belle histoire iconique que certains vous racontent. C'est un historien du vêtement, Jérémy Bruckner, qui a aidé à l'exposition, qui dit qu'il y a des fabricants qui surfent abondamment sur ce nouveau label, sur cette histoire workwear, comme disent les Américains, mais qui proposent des vestes, regardez bien, avec des boutons en plastique qu'on va pas du tout amener à l'usine, puisque ça se mettrait à fondre, ou alors des formes trop amples qu'on n'approcherait jamais d'une disqueuse, parce que c'est trop dangereux. Bref, cette exposition passionnante, c'est jusqu'en septembre, au Musée de la Poste, donc. Allez-y habillés comme vous voulez. Ah, merci de nous libérer, Marie. Et merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.